Bonjour à tous. Donc, on s'apprête à lancer la deuxième masterclass de la journée. Donc, c'est une masterclass dont le thème sera la relation grand groupe, agence d'industrialisation dans le développement d'un produit innovant. Pour cette masterclass, donc, j'ai l'honneur d'accueillir trois intervenants de qualité. Donc, Laurent de Sadler et Odile Primel qui sont chez Essilor en tant qu'innovation au service innovation et supplier, ainsi que Vincent Despatin, donc, qui est cofondateur de Kickmaker. Et tous les trois vont discuter donc, pendant 40 minutes de la relation grand groupe agence d'industrialisation dans le développement d'un produit innovant. Qu'est-ce que ça implique, les facteurs clés de succès de cette relation et tout d'abord une mise en contexte. Je vais laisser donc la main à Vincent qui va nous remettre le projet en contexte. Merci Alizée, merci Odile, merci Laurent d'être venu témoigner aujourd'hui. Essilor et Kickmaker collaborent depuis une petite année maintenant autour du développement d'un produit qui embarque de l'électronique, on n'en dira pas plus. Est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi vous êtes allé chercher un partenaire extérieur ? Volontiers, et puis merci beaucoup de nous avoir invités aujourd'hui, ça nous fait bien plaisir. Alors en fait, Essilor, vous connaissez peut-être, c'est une grande entreprise française, on fait des verres de lunettes. Depuis quelques semaines, vous avez peut-être vu qu'on est devenu Essilor Luxottica, intégré avec les montures. Là, nous, on est Essilor. Tous les deux, on est des ingénieurs. On a une longue expérience chez Essilor et il y a plein de chercheurs chez Essilor. On a à peu près entre 400 et 500 dans le monde. Mais les chercheurs ont un domaine de compétences assez précis qui est travailler sur le développement de verres de lunettes. Donc, ils sont pour la moitié des gens qui sont dans le domaine de l'optique, qui font des surfaces optiques du calcul. Et pour à peu près l'autre moitié, c'est des gens qui sont dans le domaine du matériau et de la chimie. Qu'est-ce que fait l'épaisseur du verre, les vernis anti-rayures, anti-reflets, anti-salissure. Donc c'est ça nos compétences. Et donc quand on arrive, et on lance beaucoup d'innovations, mais évidemment, si on se projette dans le futur, on ne va pas rester que sur le simple verre de correction comme ce que j'ai. Et dans les roadmaps d'innovation, il y a une partie qui est assez disruptive, où on embarque autre chose que de la chimie et du calcul optique. Et là, clairement, si vous voulez réussir à acquérir les compétences en interne dans des domaines qui ne nous sont pas propres, comme l'électronique, ce qui a été expliqué par Vincent, ça ne se fait pas en un claquement de doigts. On peut toujours embaucher une ou deux personnes, mais pour avoir les tailles critiques, pour passer le cap, pour aller vite, c'est du budget. Et c'est du temps, en fait, pour réussir à les former. Et ça, on en parlera plus tard, mais on n'a pas forcément le temps de le faire, ni les budgets suffisamment élevés sur des projets ou sur des produits non cœur de métier, qui sont vus comme plus risqués. Les business est assez incertain. Donc on ne décide pas à ce moment-là d'investir lourdement et on a largement intérêt à aller chercher la compétence en extérieur. Voilà. C'est pour ça, en fait, qu'on est venu vous chercher. Et voilà, ça fait à peu près 1 an. Et quand on a dit qu'on venait ici présenter, échanger avec vous, tous les ingés d'Essilor qui travaillent avec vous nous disent « Oh, c'est top de travailler avec Kickmaker ». Voilà, parce que merci ça marche bien. Est-ce que c'est aussi pour aller chercher de l'agilité pour répondre à des besoins de time to market ? Oui, en fait, c'est ce que je voulais dire quand je vous dis qu'on n'a pas le temps de former, d'embaucher. Clairement, vous avez les compétences. Et puis, comme vous êtes spécialiste dans ce domaine, vous connaissez bien l'écosystème, vous pouvez nous faire en fait gagner du temps. Et Laurent, je pense que tu peux le dire. Je crois que tu nous as dit au moins 6 mois de gagner sur le sourcing. Oui, exactement. En fait, ce qui est intéressant avec une société comme Kickmaker, c'est globalement le fait que vous vous côtoyez pas un marché comme nous. Nous, en fait, on connaît très très bien notre marché. Mais en fin de compte, on a peu d'occasions. Moi, ça fait 14 ans que je suis chez Essilor. J'ai connu d'autres marchés avant. J'ai fait du transport public. Donc voilà, j'ai pu amener cette expérience-là au départ que j'ai travaillé chez Essilor. Mais c'est vrai que cette diversité d'expérience, on ne l'a pas chez Essilor. Parce qu'au bout d'un moment, on reste dans notre domaine. On connaît très très bien notre marché. Mais les best practices que peuvent nous apporter d'autres marchés, on ne les a pas. Et c'est vrai qu'une société comme Kickmaker qui travaille avec divers acteurs, surtout de toute taille, on en parlait tout à l'heure dans la première masterclass des startups. Vous travaillez aussi avec des PME, vous travaillez avec des grands groupes. Donc déjà ça, c'est une diversité et des best practices que vous collectez à travers vos expériences. Mais au-delà de ça, c'est aussi, je crois que vous travaillez avec des gens du luxe, si je ne me trompe pas. J'ai vu aussi que vous travaillez avec des sociétés comme BMS, que je connais aussi à travers mes expériences. Donc bref, tout ça montre que ces gens-là arrivent aussi avec des spécificités de marché et donc des autres pratiques, des autres outils.
Et aujourd'hui, nous, on peut bénéficier aussi de ces éléments-là. Et je vais donner juste un exemple très concret. J'entendais à la première masterclass Stéphane qui parlait d'EVT. Je vous dirais qu'il y a 1 an, EVT, c'était un terme qui était inconnu chez Essilor, parce que nous, on parlait, on a des stage gate process, on a des trucs qui sont très très pointus. Et aujourd'hui, on parle d'EVT chez Essilor, on parle de DVT, on parle de PVT, et mieux que ça, on sait ce que ça veut dire. Donc, pour preuve qu'en fait, on apprend beaucoup à votre contact. Donc de la cross-fertilisation, je crois que ce qui est important aussi de noter, c'est qu'il ne faut pas oublier que quand on est sur des produits assez disruptifs pour des organisations matures, le job de ces organisations, c'est de continuer à générer du chiffre d'affaires pour financer l'innovation et la R&D. Oui. Et ça, c'est hyper important. Ah oui, là, on est... tout le monde est toujours intéressé par les projets d'innovation disruptive, hein, c'est super. Voilà. Je vous ai dit, marché incertain, tout le temps pour financer ça. Il faut aussi que toutes les équipes recherche, développement, engineering, continue à lancer des innovations sur le cœur de gamme. Donc les nouveaux verres de lunettes, les nouveaux progressifs, les nouveaux traitements. Et ça, c'est juste inratable, hein. C'est pas possible. Il faut tenir les enjeux marché, les déploiements, hein, on en parlera après. Quand on lance un nouveau verre chez Essilor, c'est pas sur un marché niche, hein, c'est mondial. Hein. Donc c'est des spécificités par zone, par pays, c'est complexe. Ça prend du temps, ça prend beaucoup de ressources. Celles-là, on les attribuera tout le temps en fait, parce que c'est le chiffre d'affaires du moment et la marge qui permet de financer des sujets plus disruptifs. Donc voilà, c'est pour ça que c'est vraiment utile de pouvoir c'est externaliser une partie, ce qu'on disait avant, hein, du développement, de l'indus, des produits qui sont non-cœur. Et juste, Vincent, petite question, parce qu'aujourd'hui on parle d'Essilor, mais est-ce que c'est quelque chose d'isolé, ce type de collaboration avec des grands groupes ? Ce qu'on a vu en 4 ans, et aujourd'hui, alors on n'est pas là pour faire de la pub pour Kickmaker en tant que tel, mais on a un chiffre d'affaires qui est hyper bien réparti en termes sectoriels. On va avoir 4 grands secteurs d'activité, l'IoT et le consumer, le médical, la mobilité et l'électrification, et puis la robotique, les drones et les machines spéciales. Et donc du coup, si je vous parle de ces 4 secteurs, c'est bien pour vous montrer que c'est absolument pas isolé. Et c'est pas isolé parce que tous les secteurs aujourd'hui sont disruptés par l'arrivée, l'émergence ou la simplicité de l'intégration de l'électronique dans leurs produits. Et donc du coup, on en vient à moi ce que j'appelle quelque chose d'assez traditionnel dans le monde du consulting ou de l'externalisation, qui est la matrice de make or buy. Okay ? Et donc, du coup, quand on parle de matrice et de make or buy, en fait, il faut se poser des questions de savoir pourquoi aller chercher un partenaire extérieur. Et pour ça, on va catégoriser les projets ou les sujets dans 4 grands squares. On va avoir d'abord tout ce qui va être core et critique. Okay, donc, c'est un produit cœur de métier, c'est critique. Là, en général, on va le faire en interne. On peut s'appuyer sur la prestation extérieure sur des notions d'expertise ou sur des notions de commodité pour aller plus vite. Mais on n'externalise pas. A l'inverse, si on passe de l'autre côté, tout ce qui est non-core, non-critique, et donc du coup c'est un peu l'exemple des sujets sur lesquels on bosse parce qu'on est vraiment sur quelque chose d'innovant, disruptif et on ne sait pas ce que ça pourra représenter demain dans le PNL d'Essilor-Luxottica. Là pour le coup, il y a au-delà d'avoir besoin de support en expertise, il y a une nécessité d'être prudent pour ne pas venir disrupter toute une organisation par quelque chose de nouveau sur lesquels on n'est pas capable de tracer de grands traits en termes d'apport de valeur et de business pour le groupe. Et puis après, vous allez avoir les secteurs core non critiques, où là, la question se pose, oui ou non, et ça dépend souvent plus d'appétence des équipes, de bande passante et de rentabilité. Et puis le dernier qu'on connaît tous, et là, pour le coup, c'est largement externalisé, c'est non-core critique. Et là, en général, c'est j'intègre un ERP, je déploie Salesforce. Et là, pour le coup, vous n'allez pas vous amuser à le faire en interne. Vous allez vous appuyer sur des gens dont c'est le métier pour travailler. Donc non, c'est absolument pas isolé. Écoutez, tant mieux. On le savait un peu quand même, mais on aime bien vous entendre l'expliquer. Ouais, non, et je pense que du coup, juste pour en revenir sur la première partie de la question, ce qui est hyper important dans pourquoi travailler avec un partenaire extérieur, ce qu'il faut se rendre compte, c'est que sur du développement et de l'industrialisation de produits innovants, hyper disruptifs, il y a quelque chose qui est hyper important de faire dans des grandes organisations, c'est d'être capable de faire le proof of business. Donc le proof of business, c'est quelque chose qui est extrêmement bien connu pour des startups, puisque ça fait partie même des cycles de financement. Mais dans les grands groupes, c'est tout aussi vrai. Et donc du coup, pour être capable de faire ce proof of business, il ne faut pas se prendre les pieds dans le tapis avec des budgets de R&D. Et donc du coup, dans des organisations très souvent orientées R&D, on ne se rend pas compte en fait que les budgets ne sont pas illimités, puisque Essilor innovent en permanence sur les verres, sur leur cœur de métier. Il y a des budgets à tenir, mais c'est des budgets qui sont rolling un petit peu tous les ans. Sur des budgets d'innovation disruptive, pour le coup, c'est un peu, tiens, je te donne entre guillemets
un chèque, c'est one time, et avec ça, si tu n'es pas capable de me le prouver, tu repars sur un cycle, entre guillemets, pour reconvaincre la future génération presque de direction qui arrive 3-4 ans plus tard. Est-ce que c'est le cas? Oui, justement, moi je reprenais un peu la masterclass d'avant qui parlait justement des difficultés des startups. Alors c'est vrai que quand on est un grand groupe, le problème du financement, on sait à peu près à qui toquer pour trouver le financement. Ça, c'est clairement pas un problème. Par contre, les autres problèmes que rencontrent les startups, en fin de compte, dans l'innovation disruptive, quand on est avec des petites équipes, avec justement, on ne sait pas tout faire, il faut trouver à l'extérieur, avec toutes les incertitudes, en fin de compte, on est un peu dans le fonctionnement startup. Alors bien sûr, je vous dis ça peut être choquant quand on est dans un grand groupe, mais en fin de compte, on se retrouve très facilement aussi dans des circonstances de petites équipes avec compétences limitées, parce que peu de personnes, les compétences sont forcément limitées. Et là, c'est vrai qu'on est content de pouvoir respirer en s'appuyant sur des sociétés comme Kickmaker. Super, et donc du coup, ça nous amène à la question d'après, c'est qu'est-ce qu'il faut faire pour qu'un partenariat marche entre un grand groupe et une start-up? Le premier point pour moi, très clairement, c'est clairement l'humain. En fait, voilà, c'est quelque chose, je pense que dans tout projet, l'humain est au cœur. On voit bien que les projets qui ne fonctionnent pas, alors on parlait dans la première masterclass du financement, mais même le financement, quelque part, c'est une question d'humain. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on n'a pas réussi à trouver la personne qui allait nous tendre la main. Donc l'humain est vraiment au cœur du système. Et donc pour moi, quand on démarre un partenariat, comme on a pu le faire il y a un an avec Kickmaker, la première étape, c'est apprendre à se connaître. Alors pourquoi apprendre à se connaître? On l'a expliqué un peu tout à l'heure. Il y a la question du make or buy et surtout de la complémentarité. Donc il faut apprendre à se connaître pour voir quelles sont les forces et les faiblesses des deux côtés. Parce que Kickmaker a beau être une super société, elle a ses forces et ses faiblesses, comme Essilor, en tant que grand groupe. On croit qu'on a toutes les compétences, mais c'est pas vrai. Et Odile l'a très clairement exprimé. On est très fort typiquement dans l'optique, mais il y a plein de choses qu'on ne sait pas faire. Il y a aussi les organisations qui font que nous, on est une organisation qui tourne depuis un certain nombre d'années. On existe depuis 72, si je parle de juste Essilor. Et donc, on a une organisation qui est, qui a son rythme. Mais pour des bonnes raisons aussi, on pourra y revenir un peu tout à l'heure. Voilà, alors l'humain, c'est sûr, c'est important, Laurent, mais c'est vrai qu'il n'y a pas que ça. Et notamment, moi, ce que j'ai vu là sur les dernières années dans les relations, on s'en rend pas compte, parce qu'on a l'impression d'être petit, nous en recherche, mais on est quand même un grand groupe. Les relations, pour que ça marche bien avec des sociétés plus petites, start-up ou des sociétés comme Kickmaker, c'est vraiment de pouvoir travailler dans la confiance entre les deux. Et on n'a pas forcément les mêmes attentes, on a le même envie que ça marche. Mais il ne faut surtout pas sous-évaluer l'importance au tout début de bien se mettre d'accord sur les attentes, sur le contrat, sur le partage de l'IP, sur le légal, pour pas qu'il y ait de mauvaises surprises quand on avance. Cette confiance, elle va se bâtir déjà, et ça peut prendre du temps au tout début, de construire ça. Il ne faut absolument pas le négliger ni le sous-estimer. C'est important pour qu'ensuite, les équipes de recherche des deux côtés ou de développement échangent dans la plus grande transparence. Parce que quand on dit l'humain, il y a aussi la possibilité d'échanger en plus grande transparence pour que ça marche. Il ne faut pas qu'il y ait quelqu'un qui le fasse à l'envers ou qui ne dise pas quelque chose. Non, mais pour que ce soit efficace et que ça marche bien, il faut vraiment pouvoir se parler très, très honnêtement, sans rien se cacher. Voilà. Non, c'est exactement ça. Et la confiance, et Laurent le disait, c'est un peu une caricature, mais on va qualifier Kickmaker d'une société agile avec une structure light. Et donc, du coup, on va avoir... nous, parfois, ces excès d'envie, ces excès d'agilité. Et c'est là où, du coup, la rigueur que nous imposent les grands groupes, pour ne pas parler, entre guillemets, de manque d'agilité, parce que je ne suis pas sûr que ce soit un manque d'agilité intrinsèque, c'est beaucoup plus une résultante organisationnelle. Ça se discute. Ouais. Voilà, ça se discute en tout cas. Et donc, du coup, c'est vraiment ce miroir qui est hyper intéressant dans la relation. Et ça, pour être capable d'afficher ses faiblesses et de s'appuyer sur les forces de l'autre, on a besoin de travailler en confiance, on a besoin de travailler en transparence. Et c'est là où, effectivement, les relations grands groupes, start-up prennent parfois un peu de temps à démarrer, mais je pense que c'est aussi pour ça qu'elles perdurent derrière. Oui, c'est certain. Et une fois qu'on a ça, après, il faut quand même très bien structurer le projet. Oui, justement, sur cette partie-là, quelque part, c'est un peu le nappage autour de l'humain et de la confiance. Et ça démarre en fait bien avant la collaboration. C'est-à-dire qu'au moment où nous, grands groupes, on commence à se poser la question du make or buy, quelque part, on essaye de mapper quand même nos forces, nos faiblesses, et là où en fait on va avoir besoin de complémentarité. Et donc après, dans le circuit, alors je ne vais pas faire tout le circuit de l'appel d'offres, mais globalement, quand on consulte, déjà, on va quand même arriver en disant, voilà, nous, on a besoin de votre aide sur tel ou tel point.
Et là, on voit la différence en fait entre les différentes sociétés, parce que vous doutez bien que quand on est venu vous voir, on a aussi consulté d'autres sociétés comme les vôtres. Et en effet, on a deux grands types de sociétés. On a celles qui vont nous dire ah bah moi, je vais vous mettre un super chef de projet, un ingénieur qualité projet. Sauf qu'en fait, quand on s'appelle Essilor, grand groupe, comme tout grand groupe, bah ça, on a déjà. Donc, c'est pas ça qu'on cherche. Donc, et à côté de ça, il y a d'autres sociétés, et la preuve est faite avec Kickmaker, hein, vu qu'on travaille avec vous, qui vont comprendre que ben voilà, ce qu'on réclame, c'est on a besoin de vous sur tel point, on a besoin de vous sur tel point. Ils vont réellement s'intéresser à notre besoin. Et c'est là où la relation de confiance et la partie humaine commence déjà à s'imbriquer. Et là-dessus, il faut juste s'assurer la pérennité dans la suite. Et c'est là aussi où la structuration de la partie contractuelle, surtout se mettre bien d'accord sur quels sont les phasages, à quel moment on fait un relevé des compteurs. Ce que j'appelle relevé des compteurs, c'est les livrables. On parlait de documents hein, pendant la première masterclass. C'est important, la partie documentaire est hyper importante. Donc regardez tous les livrables que l'on obtient et derrière sanctionner. Alors sanctionner, c'est pas dans le sens punition, c'est bien au contraire, c'est plutôt dans le sens motivation, c'est-à-dire qu'à un moment donné, il y a quand même un aspect financier. Donc c'est aussi avoir aucune ambiguïté pour la suite, parce que si ce travail-là est bien fait de structuration du projet au démarrage entre dans notre cas, Kickmaker et Essilor, très clairement, la suite du projet, on peut très bien travailler comme une seule et même équipe, même si on a deux chefs de projet, un du côté Essilor, un du côté Kickmaker, mais au final, on a vraiment cette relation d'équipe-projet et on peut quelque part se passer en arrière-plan les aspects plus business. Ouais, il y a un aspect qui est hyper important pour parler des aspects business et on le sous-estime souvent, mais dans une relation qui marche sur un développement produit, on sous-estime ce que j'appelle les points de rendez-vous marketing et auprès de la direction qu'on a dans le cycle de développement. On va en parler après sur les rythmes de développement produit, mais sortir un produit, ça prend 12, 18, 24 mois assez facilement. Et tout au long de ces 12, 18, 24 mois, on doit présenter des choses auprès de la direction pour être capable de les garder onboardés dans le projet, pour être capable de préparer les organisations marketing et vendre aussi, à vendre ces choses-là. Et donc, du coup, c'est hyper important, et même quand on est une société technique comme Kickmaker, de comprendre à quoi vont servir ces différentes itérations de prototypes au sein des organisations de nos clients. Et là, tous nos clients sont différents. Et donc, du coup, c'est hyper important de aussi détailler ça dans les cahiers des charges que vous pouvez envoyer à vos fournisseurs en disant « je veux un prototype A qui fasse ça pour ça ». Et si on oublie justement le « pour ça », je pense qu'on ne se donne pas tous les moyens de réussir. Non, mais tout à fait, vous l'avez dit tout à l'heure, on est structuré en stage-gate process. Il y a des passages de gate, donc il y a des phases de proof of concept, de faisabilité, de développement. Quand on est à certains passages de gate, il y a les investissements montent à chaque fois. Si on dit oui, ils montent financièrement, ils montent en ressources. Et notamment, il y en a une qui est très critique, c'est entre la phase de faisabilité technique et le développement, et alors après l'autre, entre le développement et l'indus. Et c'est là où ça va commencer à coûter bien plus cher. Et là, clairement, ça ne se décide pas s'il n'y a pas des prototypes, s'il n'y a pas des choses qui sont démontrées avec des objets et avec un certain niveau de qualité, démontrés. Voilà. Et ça, ces jalons-là, il faut les connaître, il faut les comprendre. Et il faut vraiment les prendre en compte parce que des fois, à 1-2 mois près, même sur des phases comme ça de 18-24 mois, on peut prendre vraiment du retard si on n'a pas au bon moment. Voilà. Donc ça, on a bien réussi à le faire avec vous pour l'instant. Hein, c'est pas encore fini, hein, donc il va falloir que ça continue. Et c'est vrai, vous l'avez dit plusieurs fois, Vincent, il y a des différences de rythme entre vous et nous. Voilà, c'est quelque chose qui vous choque, qui vous ennuie Non, je pense qu'il faut aussi se rendre compte de deux choses. C'est que, encore une fois, on a les activités cœur de métier, les activités non cœur de métier. Et à partir du moment où on est sur une activité cœur de métier, qu'on a une image de marque, on doit travailler. On est nécessairement sur du temps long et des cycles longs. Okay ? Si je prends l'exemple des produits électroniques, un acteur du produit électronique, un pure player, il ne sortira pas un produit électronique en 18 mois pour se faire plaisir. S'il y arrive, c'est parce qu'il est aussi capable de sécuriser le fait que le produit va être de qualité, qu'il est testé et validé correctement. Et donc, du coup, quand on parle de process beaucoup plus longs, que sont la chimie, l'optique, on est sur des cycles qui sont nécessairement longs. Oui. Je veux juste expliquer pourquoi on peut être vu comme lent. Mais en fait, quand on lance un nouveau design optique, avant toute chose, après la phase de R&D de concept, on va faire valider par des porteurs qui sont pas Essilor, hein, dans des universités, dans le monde entier, le bénéfice produit. Et ces tests au porté, on va les faire sur des designs optiques pendant 18 à 24 mois.
Sur les valeurs ajoutées, pareil, que le revêtement anti-rayures, il faut qu'il dure au moins 3 ans. Donc ça, c'est des tests au porté qui rentrent dans les phases projet et qui sont juste nécessaires. Quand on n'a pas des bons résultats de tests au porté, on ne va pas plus loin. Donc de fait, on a des durées qui sont déjà beaucoup plus longues. Et ça, c'est clair que c'est pas comme ça dans le monde de l'électronique. Tout le monde arrive trop tard, je pense. Non, et c'est là où c'est assez intéressant, c'est qu'on voit avec le rapprochement Essilor-Luxottica, avec l'arrivée de Luxottica sur la monture, qui lui vient de l'environnement de la mode, où pour le coup, là, on est sur des choses qui sont saisonnières, qui sont sur les tendances. Ouais. On se rapproche vachement des cycles de développement du monde de l'électronique, on est même encore plus agile. Et c'est là où, du coup, en fait, ces différences de rythme, in fine, pour moi, c'est uniquement une input dans un développement produit qu'il faut encore une fois prendre en compte assez en amont pour comprendre les enjeux, les ambitions et les contraintes de chacun. Ouais. Après, ce qu'il faut voir aussi, c'est qu'on voit le mauvais côté des grandes entreprises qui peuvent des fois avoir des cycles longs. On a eu le cas assez récemment ensemble, donc c'est pour ça que je me permets aussi d'en parler. C'est que des fois, il ne faut pas confondre vitesse et précipitation. C'est-à-dire qu'il y a quand même un rythme à respecter. On a eu le cas récemment où en fait on voulait avancer très vite, on avait besoin d'avancer très vite, mais à un moment donné, on se rendait compte qu'on n'avait pas toutes les specs, on n'avait pas verrouillé tout un tas de trucs sur en plus une partie sur laquelle ni Essilor ni Kickmaker avaient de la compétence. On a dû trouver un troisième partenaire pour nous aider et on n'était pas suffisamment robuste sur la partie spécification. Et c'est là où la force d'un grand groupe peut aussi aider, c'est qu'on a eu les process qui étaient en place pour dire non, là, on se pose, on prend 3 semaines de plus et on recheck tout. Et là-dessus, Kickmaker a fait preuve d'agilité aussi et de flexibilité parce que vous avez su nous écouter à un moment donné et se dire oui, là, en effet, ici, là, ils ont raison, il faut qu'on prenne un tout petit peu plus de temps. Et donc, voilà. Donc ça, c'est aussi la force aussi d'avoir des acteurs qui n'ont pas tout à fait le même rythme. C'est aussi de pouvoir s'écouter l'un l'autre, parce que les forces de l'un font les faiblesses de l'autre, et inversement. Ah non, donc tout ça pour dire que c'est hyper riche, mais qu'est-ce qu'on en retire des relations entre des grands groupes et une agence d'industrialisation comme Kickmaker ? On va être déjà très pragmatique. Ce qu'on va en retirer à la fin, on espère, c'est un produit qui marche. J'espère. Voilà, ouais. C'est ça qui nous permettrait de continuer après avec vous, et parce que tous ces différents domaines disruptifs sur lesquels la R&D d'Essilor travaille déjà depuis un moment. Il n'y a pas que celui-là, il y a plein d'autres choses qui ont été annoncées à un certain moment dans la presse. Là, il va falloir qu'à un moment on réussisse à les mettre sur le marché quand même. J'espère parce que même parfois, malgré tout le bon vouloir et les collaborations grands groupes, agences d'industrialisation qui fonctionnent, il y a des phénomènes de marché qui font que ça ne marche pas. Oui, voilà. Mais je pense qu'on en retire par contre plein d'autres choses. Oui, et là-dessus, je reviendrai un peu sur ce que j'avais dit au départ, qui était justement l'apprentissage des uns et des autres au sein d'une même équipe. C'est vraiment l'humain. On apprend, on vit une aventure. Aujourd'hui, voilà, moi j'ai appris à connaître plein de gens chez Kickmaker avec qui j'ai le plaisir de travailler. Et c'est ce que je dis souvent, c'est que des fois, surtout dans un grand groupe comme Essilor, vous doutez bien qu'il y a certains collègues avec lesquels j'ai moins travaillé qu'avec les personnes de Kickmaker. Donc je suis quelque part plus proche aujourd'hui du fait du travail que je fais au quotidien ou tout au moins hebdomadairement avec vous qu'avec mes collègues. Donc il y a vraiment cette dimension humaine qui est importante. On découvre d'autres pratiques, on découvre d'autres personnes, d'autres caractères. Et donc voilà, c'est un enrichissement humain de très très grande qualité à chaque fois qu'on mène un projet, mais en plus si on le fait vers l'extérieur, c'est-à-dire qu'on sort un petit peu de son bocal. Nous, notre bocal il est un peu grand chez Essilor, mais malgré tout, ça permet de rencontrer des nouvelles personnes et ça fait des jolies histoires à raconter. Et on en tire au final aussi des très très bonnes pratiques derrière toutes ces histoires. Et c'est vrai que pour moi, c'est vraiment ça, au final, la plus grande richesse, au-delà du produit. Le produit, en effet, il va exister. Je pourrais vous raconter une histoire, mais elle serait trop longue. Mais globalement, il y a un produit que j'ai fait il y a 10 ans et je me suis rendu compte qu'il a été démonté il y a quelques temps. Je me dis, mais j'ai fait ça il y a 10 ans, j'y ai mis toute mon âme, tout mon cœur et voilà, c'est fini. Par contre, ce qui reste, c'est l'histoire. C'est la partie humaine. Laurent, il va falloir apprendre à être un peu moins affectif par rapport à tes produits. Bon, alors d'un autre côté, ceux qu'on lance chez Essilor, en général, ils durent plus de 10 ans. C'est une de des complexités à gérer. Je pense que ça dure très longtemps. De l'électronique, d'ailleurs, ça c'est intéressant, mais je pense qu'on reviendra sur la durabilité produit électronique de façon hyper importante. En tout cas, nous, c'est les choses auxquelles on pense.
Autre chose, c'est vrai que moi je vous ai répondu, ce qu'on apprend c'est qu'on lance un produit, mais tout ce qu'on a dit là sur les différences d'agilité, de rythme dans les organisations, ça c'est quelque chose qu'on apprend aussi. Alors j'imagine que vous en retirez quelque chose, nous aussi on en retire quelque chose. Parce que comme on va sur des domaines qu'on ne connaît pas, et ben voilà, ça nous secoue un peu, ça change les façons de faire et on en retire obligatoirement quelque chose, même après pour réappliquer sur nos domaines corps compétences. Donc, c'est de toute façon, même si par moment ça peut créer ou des tensions ou un peu challenger à certains niveaux, c'est de toute façon productif pour la suite. Voilà. Ouais, et pour d'autres. D'où l'intérêt de faire des retours d'expérience, d'où l'intérêt de capitaliser sur ces choses-là, d'où l'intérêt de ne pas regarder que l'aspect financier et business autour des collaborations qu'on peut avoir. Et pour tout ça, encore une fois, j'en reviens à ce qu'on disait tout à l'heure, la confiance, la compréhension des enjeux réciproques des uns et des autres et de savoir ce sur quoi on va pouvoir capitaliser les uns avec les autres. Nous, ce qu'il y a de certain, c'est chez Kickmaker, en 4 ans, on a accompagné à pas loin de 200 clients. On a sorti pas loin de 180 projets depuis chez nous. Et c'est certain qu'on prend, entre guillemets, toute cette expérience-là pour être capable de canaliser. Et c'est ce qui fait la richesse de notre collaboration. Et c'est d'ailleurs ce qui nous permet aussi, je donne souvent l'image de l'éponge quand on fait du consulting. Voilà, c'est ce qui nous permet, nous, du coup, de gonfler. Et à l'inverse, c'est ce qui vous permet de nous essorer quelque part pour en retirer la substance qui va être nécessaire à atteindre vos objectifs et faire différemment. Bon, notre objectif, c'est quand même pas de vous essorer, hein, c'est de réussir à travailler avec vous. Pas forcément mauvais. D'accord, ok. Un dernier point qui est vraiment l'intérêt de travailler. Pour nous, je vous dis, on est 400 à 500 chercheurs dans le monde, des gens un peu partout sur les continents, avec une certaine expérience, expertise. Travailler avec une jeune société comme Kickmaker et avec plein de jeunes ingés dans des domaines différents, c'est ultra motivant en fait, aussi pour les équipes Essilor. Ça redonne un boost pas possible, ce qui est vrai. Hein. On est super content de ça et on espère que ça perdurera. Voilà. Nous aussi. Merci beaucoup à tous. Donc, si on devait résumer en fait le partenariat grand groupe, agence d'industrialisation, c'est une complémentarité, des rencontres humaines, des partages de connaissances, de l'enrichissement. C'est quasiment du win-win en fait pour chacun, quoi. On a tous envie d'embarquer dans l'aventure. C'est du win-win si on arrive au bout justement. Si c'est bien géré au début, bien contractualisé, c'est du win-win. Il faut effectivement que les deux partenaires puissent s'entendre et soient dans une relation de confiance les uns avec les autres, mais sinon c'est du win-win. On a un peu de temps pour prendre des questions dans la salle, si jamais quelqu'un a envie de partager son expérience, peut-être, ou poser une question sur la relation grand groupe, agence d'industrialisation. Non ? Dans ce cas, je vais remercier mes intervenants. Merci beaucoup à vous d'avoir partagé votre expérience. Merci Odile, merci Laurent. Merci à vous. Merci à vous. On a un peu de temps là. Du coup, la prochaine conférence commence à 18h15. On va parler de biomimétisme quand la nature inspire la tech et c'est un sacré programme. En attendant, je vous invite à peut-être aller dans le hall d'accueil. Il y a des startups en démo. Il y a aussi des départs de visite de la micro-usine. Vous pouvez rencontrer des ingénieurs Kickmaker. On a un badge particulier. Le nôtre, il est noir et blanc. Donc vous pouvez aller les voir et leur demander mais de quelle spécialité tu es et poser éventuellement les questions que vous avez. Et on se retrouve donc à 18h15. Merci beaucoup à tous.